À la une ce soir, expulsé à 91 ans de son domicile, Gérard Joseph se retrouve dans la rue suite au changement de statut de son propriétaire. Ce matin, le nonagénaire a vu ses effets jetés à la rue par les forces de l'ordre. Les États généraux ont délaissé la caravane pour l'avion et c'est à Paris que Rodolphe Alexandre a été prendre le pouls des Guyanais de l'Hexagone. Quelles ont été leurs observations et leurs interrogations? Vous les découvrirez dans votre journal. Enfin, nous irons à la découverte d'objets issus des cultures Wayana et Apalai exposés au musée du Quai Branly. Objectif ? Permettre la restitution des richesses des peuples autochtones et établir un échange entre les visiteurs et les garants de ces cultures. Les images à venir dans votre journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver pour cette page d'information locale et régionale que vous pouvez aussi retrouver en direct sur Facebook. Il s'appelle Gérard Joseph, il est âgé de 91 ans et depuis ce matin, il est sans domicile fixe. Ce nonagénaire s'est vu expulsé de son domicile situé à la Levée, domicile qu'il occupait depuis 40 ans dans le cadre d'un plan vert aujourd'hui caduc. Son petit-fils Daniel explique la situation au micro de Pierre Tréfou. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a été expulsé de son terrain, de sa maison principalement, alors qu'il était tranquillement installé depuis les années 71 par la DAF dans le cadre du plan vert. Donc il a valorisé son terrain et plus de 40 ans après, il se voit expulsé par un propriétaire privé, alors qu'il a été installé par un propriétaire public. Donc on ne comprend pas comment les choses ont pu se dérouler pour que les services de l'État n'aient pas fait le nécessaire et qu'il se retrouve, au lieu d'avoir affaire en face de lui à l'État, il a affaire à un propriétaire privé. Et dans son cas précis, il avait un sursis jusqu'au 21 janvier 2018. Donc j'ai l'acte du juge de Cayenne, donc du 21 décembre 2017, qui lui donnait, donc c'est toute une opération éventuellement pour laisser le temps pour le relogement et prendre les dispositions, qui lui donnait un sursis jusqu'au 21 décembre 2018. Donc il se trouve que la partie adverse n'a pas été tellement pressée qu'elle n'a même pas attendu au bout de 2-3 mois, sans aucune relance, elle s'est empressée de faire une démolition. On a une procédure donc en cassation qui se déroule le 4 avril, donc dans pas très longtemps. On ne comprend pas pourquoi ils n'ont pas pu patienter au 4 avril. Peut-être craignait-il la trêve pluviale, qui correspond à la trêve hivernale, donc cette trêve qui démarre le 1er avril, et ils savent très bien qu'ils ne pourront plus intervenir après au 15 juillet. Sauf que d'ici le 15 juillet, il y a un certain nombre de personnes dans notre cas qui vont instruire des actions qui vont peut-être faire boule de neige, et ça, ils le craignent. Donc c'est la politique du fait accompli pour faire pencher la balance un petit peu dans ce sens. Troisième semaine de grève au service technique de Cayenne. Les négociations sont au point mort entre les employés et la direction qui n'en démordent pas concernant le remplacement du directeur des opérations et même le lieu des négociations. Le point de Gilles Baudy au micro d'Ayodele Germa. Nous avons envoyé le cahier de revendication à Madame le maire hier pour finaliser ce qu'on avait déjà débattu le 20. Et il nous avait répondu qu'elle était d'accord de rentrer en négociation cet après-midi à 15h. Le point qui a buté à ce moment-là, c'est qu'ils nous ont envoyé qu'ils voulaient nous recevoir hors des services techniques. Donc, la première proposition, c'était l'hôtel de ville. On a dit non, le problème est le service technique, nous allons le régler au service technique. Donc de venir, comme d'habitude, il y a une grande salle de réunion où nous étions mardi dernier. On ne voit pas quel est le problème de revenir au service technique, de finir les négociations. Deuxième proposition, elle nous demande de venir la rejoindre au cimetière. Le problème vient toujours des services techniques, pas des services cimetières. Donc, nous allons négocier sur notre lieu de travail. Est-ce que ce qui compte le plus, c'est le lieu de la négociation ou le fond de la négociation? Le fond de la négociation est important, mais le problème, c'est qu'ils veulent couper le bureau de sa base. Les principales revendications, sur 20 points, 19 points sont quasiment bouclés. Il n'y a pas eu de blocage, on va dire. C'est ce qu'on voulait finaliser. Et le point bloquant toujours, le point qui a toujours été bloquant, nous ne comprenons toujours pas qu'elle ne veuille pas déplacer un directeur. Qu'est-ce que vous reprochez aujourd'hui à l'actuel directeur opérationnel? En quelques mots, le seul mot, ça englobe tout, c'est son management. On ne va pas aller plus loin. Sa personnalité, sa personne, ça, je m'en fous. Excusez-moi de le dire comme ça, parce que ça fait 15 jours qu'on me repose la même question. C'est son management. Son management est exécrable. Pour moi, il n'a pas de management. Donc, pourtant, l'autorité nous a fait savoir qu'il a suivi 3 formations de management. Il n'a jamais bougé d'un iota.
Reprise de fonction difficile pour les enseignants du collège de Concorde ce matin. L'établissement a été vandalisé ce week-end et ce sont 5 ordinateurs de la salle informatique ainsi que des fichiers sensibles qui ont été dérobés. L'insécurité grandissante et le manque d'accompagnants ont provoqué un débrayage des professeurs qui ont refusé d'enseigner. Ingrid Lignon, la présidente des parents d'élèves, s'exprime au micro de Pierre Tréfou. Nous y reviendrons après. Direction tout de suite Paris, où ce samedi, la CTG a organisé un compte-rendu public des États généraux de Guyane. L'occasion pour la diaspora de poser des questions à Rodolphe Alexandre et Gabriel Serville sur la santé, la sécurité et bien d'autres points. D'une durée initiale de 2 heures, ce rassemblement s'est prolongé et durant 4 heures, les échanges et idées ont fusé sous l'œil de Christian Bonnardel. 11 mois après les accords de Guyane du 21 avril 2017, l'heure est au premier bilan. Ils sont quelques-uns à écouter Rodolphe Alexandre dresser un inventaire des actions menées. Le président de la collectivité territoriale est interpellé par des Guyanais inquiets pour l'économie de leur pays. La première difficulté, mais c'est celle de tout chef d'entreprise en tout cas, c'est sur la solvabilité, c'est-à-dire le financement, les investissements, le prêt bancaire qui est une calomnie en Guyane. Les étudiants sont également en demande d'aide à la mobilité. Le billet d'avion, notamment pour rentrer à Noël, est hors de prix. Comme en Corse, il y a une continuité du territoire qui permet d'avoir des billets d'avion qui sont moins chers. Typiquement, on peut rentrer en Guadeloupe et en Martinique pour beaucoup moins cher que ce qu'on peut rentrer en Guyane. La directive de Nicolas Hulot pour interdire la recherche pétrolière sans alternative inquiète également. Mieux vaut qu'on nous dise c'est interdit de faire des recherches minières, mais alors on va développer les biotechnologies, on va faire de la croissance verte, on va faire de la transition énergétique. Concernant l'orifère et le pétrole, Rodolphe Alexandre assure que le dialogue est encore ouvert. D'autres dossiers importants sont également défendus par la collectivité. La prochaine réunion que nous aurons portera sur le numérique, la couverture notamment de la vallée du Maroni en termes de haut débit, sont des points sur lesquels nous serons présents afin d'apporter aux Guyanais de nouvelles conditions de vie. Gabriel Serville regrette quant à lui que la CTG n'ait pas été consultée à propos de l'arrêt des recherches pétrolières et défend une gouvernance de la Guyane plus autonome. N'ayant pas peur des mots, il faut adapter une gouvernance qui ressemble davantage à ce que nous sommes et que la loi permette à la Guyane, permette aux élus de Guyane, en concertation bien évidemment avec les élus de la France hexagonale, de pouvoir décliner ce que pourraient être les lois et les réglementations qui soient vraiment adaptées aux problématiques de la Guyane. Un autre problème soulevé est celui de l'immigration clandestine que le gouvernement devra gérer au mieux, alors qu'il y est aussi confronté à Mayotte dans l'océan Indien. Au chapitre de la santé, la Guyane compte 2 fois plus de bébés prématurés que dans l'Hexagone. Afin de pallier aux besoins de ces nourrissons plus fragiles que les autres, le centre hospitalier André Rosemont a inauguré le premier lactarium d'outre-mer. Pierre Tréfou nous présente ce centre de collecte, de traitement et de distribution de lait maternel. Kenya Saïbou Kinzi nous présente Elie Saïbou Norma. Née avec 3 mois d'avance, elle ne pouvait être allaitée, mais avait quand même besoin du lait de sa mère. Et pour la première fois dans les territoires d'outre-mer, ce bébé prématuré a pu boire le lait de sa maman. J'ai du lait, j'en ai même beaucoup, donc ça m'aurait un peu gêné qu'elle ait le lait d'une autre maman. Puisque j'en ai, donc j'en aurais pas eu, ça aurait été différent, mais là c'est pas le cas. Les mamans sont contentes, c'est très positif parce qu'effectivement elles se sentent aussi valorisées, elles peuvent agir pour leur bébé, alors que c'est vrai que quand les bébés sont hospitalisés, elles ne sont pas délaissées, mais leur place de maman est quand même très limitée avec tous les soins techniques, donc là elles peuvent faire quelque chose pour leur bébé. Les nourrissons de moins de 32 semaines devaient auparavant boire du lait importé de l'Hexagone. Aujourd'hui, ils peuvent désormais boire le lait de leur mère, grâce à la mise en place d'un espace de pasteurisation au centre hospitalier André Rosemont, le lactarium. Le fait de le pasteuriser, c'est-à-dire qu'il est tiédi, on ne peut pas le faire chauffer ni bouillir parce que sinon ça détruit ses protéines et toutes les cellules. En tout cas, c'est le principe de la pasteurisation sur une certaine durée pour diminuer tout le risque infectieux, viral et les bactéries. Donc ça, c'est un processus qui est très très précis. Tous les équipements doivent être ce qu'on appelle qualifiés, s'assurer. Il ne suffit pas que le constructeur nous dise je vais maintenir telle température pendant tant de minutes. Nous, on doit le valider et le vérifier de la même manière que les performances de toutes les enceintes réfrigérées. Partout, vous voyez dans les réfrigérateurs, il y a la température affichée, mais il y a aussi des sondes qui mesurent que c'est bien ce qui se passe dans le réfrigérateur. Et on est obligé de sécuriser tous ces processus-là
pour qu'on ait une qualité qui corresponde à l'attendu. Le lactarium de l'hôpital de Cayenne espère dans l'avenir pouvoir traiter le lait tiré en dehors de... Ouvrons à présent une page d'économie. La semaine de l'artisanat s'est close ce vendredi, laissant la place à la semaine de l'industrie qui se déroule du 26 au 29 mars dans toute la France. Quel sera le programme de cette 8e édition placée sous le signe de l'industrie connectée? Les réponses de Charlotte Loussouam, récoltées par Ayodele Germain. Au programme, des visites industrielles d'industrie et des conférences et des ateliers de démonstration sur les objets connectés. Donc plus concrètement, on a la visite des 2 Fab Labs de Guyane, donc le NUM Lab de GDI à Cayenne et le Fab Lab, la Case Lab de Saint-Laurent-du-Maroni. On a également donc, des animations métiers au CNES autour justement de tout ce qui est industrie connectée. Nous avons également une animation Hack for Kids avec les scolaires organisée par Guyane Développement Innovation. On aura également une conférence sur les objets connectés, donc portée par l'entreprise IDEO qui va développer des objets connectés en Guyane avec une technologie radio. Une démonstration de vol de drone mercredi après-midi sur le parking du zoo de Guyane pour montrer, faire une démonstration de vol voilà, avec des drones et les images qui peuvent être prises et les utilisations possibles des drones. Nous aurons une conférence de clôture donc, à Guyane Développement Innovation sur les technologies clés des entreprises d'ici à 2020 en Guyane, qui sera exploitable en Guyane, ainsi que l'hydrogène comme innovation et avenir énergétique en Guyane. Voilà, donc un programme qui s'adresse aux scolaires, aux demandeurs d'emploi, au grand public et fortement à destination des entreprises. Donc les entreprises, on vous invite à prendre le temps de venir écouter ce qui se dira. Ça vous concerne et ça vous intéressera. Je vous en parlais à l'instant, les enseignants du Collège de Concorde ont refusé de reprendre les cours ce matin suite à des vols commis dans l'établissement durant ce week-end. Les explications au micro de Pierre Tréfou. Depuis la rentrée scolaire, c'est quand même le 5e cambriolage. En 2 semaines, il y a eu 2 cambriolages vraiment très très importants, notamment sur du matériel informatique. D'accord ? Donc là, les enfants ne peuvent plus du tout travailler dessus. On a donc aussi les données confidentielles qui ont été volées, d'accord, dans le bureau de la directrice. Et là, ça commence vraiment à bien faire. Nous, les parents, maintenant, on se pose des questions, on se dit mince, où vont passer ces données ? Les enfants sont quand même choqués. Le personnel éducatif, ils sont aussi choqués. Donc là, nous, ce qu'on demande, c'est que le maire puisse prendre des mesures de façon à ce que l'école soit sécurisée avec une pièce, on va dire, avec une porte blindée, et que le bureau de la directrice aussi soit sécurisé. Mais vraiment, c'est pas le tout de faire des petits bricolages par-ci, par-là. Ça ne sert à rien. Ça coûte beaucoup plus cher que de faire de vrais travaux. Et franchement, là, ce n'est plus tenable. Malheureusement, la mairie n'a pas mis d'alarme. Donc ce qui fait qu'il n'y a pas d'alarme dans l'école, donc ça fait défaut, on ne peut pas être averti, personne ne peut être averti quand il y a une intrusion dans l'école. Et justement, nous on demande à ce qu'une alarme soit installée et bien fonctionnelle, quoi, avec si possible quelques caméras, c'est pas compliqué à faire. Et il ne faut pas dire que ça coûte énormément d'argent, c'est faux. Restez avec nous à venir dans votre journal. La connexion rétablie entre une radio de la Martinique et de la Dominique suite au passage de l'ouragan Maria. Et puis, 1 an après le retour sur les barrages pour Yolande Yegpong à la Crique Fouillée dans notre journal. Mais avant cela, rendons-nous en Guadeloupe où le mode de recrutement de l'hôtel Arawak fait débat. Selon l'UGTG, peu de profils locaux auraient été retenus par le service des ressources humaines. Les précisions d'Yvan Lemar.
À un mois de l'ouverture du nouvel hôtel Arawak, l'UGTG dénonce l'absence de dialogue social et de visibilité concernant le recrutement. Le syndicat craint surtout que les candidats guadeloupéens soient lésés au profit de candidatures extérieures. Nous connaissons un nombre de camarades qui posent candidature et jusqu'à aujourd'hui, ils ont brillé. Alors c'est pour ça que nous avons demandé plusieurs rencontres qui avaient la région, qui avait cette TIG, nous avons organisé en discussion pour nous savoir au niveau de M. Saint-Louis qui gère pas faire le recrutement parce que nous avons fait un travail, nous avons regardé, nous sommes en lycée hôtelier et si aujourd'hui nous sommes en lycée hôtelier, nous avons formé jeunes, nous ne pouvons pas nous mettre que les gens sortent dehors pour venir travailler en hôtel là. Il faut nous en visibilité puisque ni l'argent dedans. M. Charles dit qu'en 2020 ou 2022, il faut y avoir 1000 emplois. À 1000 emplois là, pour y là. Comme il y a 80 personnes pour recruter, c'est-à-dire qu'il faut ces 80 personnes à sortir dans le bilan. Il ne faut pas sortir dehors. Selon le syndicat, une sélection de candidats guadeloupéens correspondant aux différents profils attendus a pourtant été faite il y a plusieurs mois. Pôle emploi, donc l'agence des Pointe-à-Pitre, fait un travail immense. Ils manipulent plus de 1000 candidatures pour trier les gens. Ils arrivent à des bons CV que vous présentez à l'employeur là. Et là, ils ne voient pas ni pour réponse parce que l'employeur te dit qu'en novembre, il y a bassé demander d'emploi la réponse. Là, ils ne voient pas ni pour réponse. Surtout que demander d'emploi tous les matins. Ils disent, mais oh là, ça cabaye. Ils interpellent l'employeur là. Et l'employeur là répond que ces demandeurs d'emploi, ces candidatures là, vous voyez là, pas ni le standing. D'accord? Ils ont recruté 3 directeurs, mais ce n'est pas parmi ces CV là ça. Voilà. Donc, direction, nous, celle qui dans ça, c'est menacer agents qui vont nous ces informations-là, ça. Et je dis nous aussi que M. Saint-Luc a porté plainte parce que nous diffusons un mail qui est confidentiel. Mais donc, ça, nous commandons, c'est que nous, ni des Guadeloupéens, des demandeurs d'emploi qui sont au chômage, des gens qui sont au chômage, Guadeloupéens qui sont au chômage, qui ni le standing, justement, il n'y a ni plus que le standing, donc ils ont trouvé travail dans l'hôtel là, ça. Selon nos informations, le recrutement serait toujours en cours. Pour le moment, la direction de l'hôtel et celle du Pôle emploi n'ont pas répondu à nos sollicitations. Du côté de l'UGTG, si la situation n'évolue pas rapidement, plusieurs actions sont envisagées. Cap à présent sur la Martinique où, après des mois de silence radio, une antenne locale a réussi à établir le contact avec une radio de la Dominique, coupée du monde depuis le passage dévastateur de Maria. Complément d'information de nos collègues sur place. Pour la fréquence, a évolué compris de l'essai en stand-by. Edmond est cibiste depuis 40 ans à Rivière-Pilote. Il fait partie des pionniers et passionnés de la discipline en Martinique. Ces nombreux appareils qu'il collectionne depuis plusieurs décennies témoignent de son engouement. C'était un collègue qui faisait un peu la plongée sous-marine, qui s'appelait Germain. Et puis pour pouvoir nous contacter, quand j'étais au niveau de Rivière à Fort-de-France, et lui il était à Rivière-Pilote pour nous contacter et me l'a fait acheter un appareil, une VX. Et puis à ce moment-là, on a vers cette poste-là pour parler avec lui chez moi et chez lui. À ce moment-là, je me suis lancé au niveau de la poste de Sibi. J'avais commandé avec un Concorde 2 et puis lui il avait une autre poste et puis ça part de là, c'est commencé. Pour ces passionnés des radiocommunications, cibistes ou radioamateurs, le matériel de base est le même. Un poste émetteur-récepteur, une alimentation et une antenne. La CIBI, c'est la porte d'entrée vers le radioamateurisme. Le CIBIS, bon, pour commencer par lui, n'a pas besoin, de passer un examen, est limité à un certain nombre de fréquences. Donc, ils sont des fréquences dites libres. Maintenant, les radioamateurs, eux, ils ont un autre statut, si on peut dire, puisque tout d'abord, pour pouvoir être radioamateur, donc pouvoir émettre sur toute des bandes de fréquences beaucoup plus larges, doivent tout d'abord passer des examens. Dans des situations extrêmes, lorsque les moyens de communication traditionnels sont en berne, les ondes radio s'avèrent la méthode la plus fiable pour établir un contact. Gilles est membre de l'association départementale des radioamateurs au service de la sécurité civile, la DRASEC. Après le passage de l'ouragan Maria en septembre dernier, il faisait partie d'un détachement d'urgence sur l'île de la Dominique. Tout était cassé, tout était détruit, les bâtiments, bien évidemment toutes les infrastructures de communication, pas de téléphone, pas d'internet, pas de FM, rien du tout. J'étais là pour assurer les communications entre notre détachement et le PC de crise à la Dominique et également entre la Dominique et le reste du monde, disons notamment la Martinique, la cellule de la préfecture.
d'ailleurs. Même la communication via valise satellitaire ne fonctionnait pas très bien à cause de la couverture nuageuse, à cause de certains nombres de problèmes techniques. Heureusement, les radios amateurs qui constituent un réseau international et qui fonctionne H24, 365 jours par an, étaient là avec leurs moyens techniques pour suppléer ce manque de communication. La radiocommunication, un vecteur de solidarité. Le rassemblement d'aujourd'hui avait pour but d'ouvrir ce monde au grand public. Il marque aussi le lancement d'une campagne de collecte pour les sinistrés de la Dominique. Beaucoup de produits d'hygiène, donc couches, serviettes hygiéniques, des serviettes de toilette, du savon de Marseille, des brosses à dents, des groupes électrogènes, des clous et des marteaux. Les radioamateurs dominicains ont beaucoup travaillé pendant le cyclone. Et le radioamateur martiniquais qui était là m'a tellement vanté leur mérite qu'il me paraissait normal d'associer les radioamateurs et le planning familial de la Martinique, puisque nous sommes membres fondateurs du planning de la Caraïbe, à une opération de collecte que nous allons aller nous-mêmes déposer, remettre au planning familial de la Dominique afin que les choses soient remises. Ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui pourront toujours joindre la MIOF ou la DRASEC et nous donnons 15 jours pour tout collecter et aller amener avec ceux qui le veulent aussi d'ailleurs pour que les Dominicains puissent avoir un meilleur suivi parce que le cyclone c'est pas seulement tout de suite, des mois et des mois après il y a encore les blessures qui sont là et qui n'ont pas bougé. Aujourd'hui, la Martinique compte une soixantaine de cibistes et environ une centaine de radioamateurs. Retour en Guyane, nous continuons notre bilan des mouvements de mars et avril. Comme vous le savez, nous allons chaque soir à la rencontre de témoins et acteurs de ce soulèvement. Aujourd'hui, c'est Yolande Nyekpang, responsable du barrage de la Crique Fouillée, qui se souvient de cette expérience au micro d'Ayodele Germa. C'est ici que pendant 1 mois et demi, le principal barrage de la mobilisation de mars-avril 2017 a été érigé. 1 an après, Yolande Nyekpang, l'une des responsables de l'organisation, se rappelle d'un moment de communion. Sur ce barrage, il y avait bien sûr toute une série d'acteurs. Dans les cuisinières qui ont fait un travail formidable parce que c'est vrai que, comme on dit chez nous, un sac vide pas qu'à tirer debout. Et donc ces personnes-là, c'était vraiment organisé pour qu'on ne manque de rien. Et puis je voudrais aussi souligner tout l'investissement, toute la mobilisation, toute la participation et toute la solidarité surtout de la population qui a compris à ce moment-là que les enjeux étaient importants et nous n'avons manqué de rien grâce à toutes ces personnes. Et puis toutes ces personnes aussi qui se sont mobilisées spontanément, qui sont venues, qui ont apporté leur aide et qui étaient là sur les barrages le jour, la nuit, parce qu'il nous fallait des équipes de jour, des équipes de nuit, il fallait de l'aide. Il fallait des bras et les gens ils sont venus sans qu'on ait rien demandé et ça je dis que vraiment c'est à saluer, c'était vraiment magique à ce moment-là, on vivait vraiment un véritable moment de communion. Durant la mobilisation, 4 autres barrages ont pris place sur les principaux ronds-points de l'île de Cayenne, ralentissant la vie économique, la fusée aérienne clouée au sol, pénurie de produits frais, dépôt de bilan de plusieurs dizaines de petites entreprises pour un résultat peu satisfaisant. 1 an après, il est évident que nous ne sommes pas parvenus aux résultats que beaucoup escomptent. Nos attentes sont encore loin d'être comblées puisque quand on sait que la Guyane a un retard infrastructurel important et quand on voit véritablement ce qui a été obtenu, on est quand même très loin du compte. Pour cette enseignante, le combat est loin d'être terminé. Ce que j'ai à cœur encore aujourd'hui, c'est le rétablissement de notre dignité, c'est-à-dire que dans ce combat, qui est véritablement un combat pour la dignité, parce que je pense que dès lors qu'on ne perd pas de vue ce thème central qui est celui de la dignité, eh bien on parviendra à obtenir tout ce qui découle de là, parce que la fameuse devise de la République, liberté, égalité, fraternité, doit avoir un sens, même chez nous. Imaginez des objets de la culture wayana faisant le voyage jusqu'à Paris afin d'être exposés au musée du Quai Branly. Une occasion formidable pour l'un des 6 peuples amérindiens de Guyane d'exposer sa richesse au plus grand nombre. Ce projet a été rendu possible dans le cadre du plan de partage des savoirs autochtones Wayana Apalai. Stéphane Alexandresco a lui aussi profité du voyage. Amérindiens Wayana, venus spécialement de Guyane présenter à un public métropolitain leur culture dans le cadre du projet SAWA. SAWA signifie savoir autochtone Wayana Apalai.
Le projet Sawa, auquel est associé les Wayana, a l'ambition d'archiver sur un site internet tout le matériel culturel concernant les Wayana, ramené par les ethnologues au cours de leur voyage. On a déjà travaillé 3 ans, maintenant il nous reste 1 an pour finaliser tout ça. Donc on travaille avec le musée Quai Branly, les musées de Guyane, l'université Nanterre, parce qu'ils ont plein de choses et qui nous intéressent là-bas. Le public a pu avoir un aperçu de la culture Wayana au travers des objets à usage quotidien, bols, tissus, objets décoratifs ou même rituels. Je vais vous présenter justement ce fameux bol qui malheureusement a disparu de notre époque. Maintenant, c'est remplacé par les récipients en plastique. Il a été question dans cette rencontre de cette civilisation menacée par la modernité, où les jeunes sont perdus entre un mode de vie traditionnel et un mode de vie à l'occidental. Et il a été aussi question des activités des églises évangélistes qui détruisent la culture Wayana. Dans le bourg de Maripasoula, on se retrouve avec plusieurs religions. Et c'est ce qui se passe aussi dans d'autres villages, dans les villages de chez nous, quoi. Donc il y a des évangiles qui arrivent, des témoins de Jéhovah qui pénètrent, des catholiques aussi. Toute cette activité menace l'équilibre culturel de ces communautés. C'est une culture qui est en train de disparaître, rapidement d'ailleurs, parce que encore dans les années 80 à 90, on voyait déjà la rareté des fêtes traditionnelles. Et là, depuis 90 jusqu'à 2008, on n'en voit plus rien. Donc je pense que c'est en voie de disparition. Et comme vous le dites, un jour, c'est qu'au musée qu'on va retrouver tout ça. Si on ne fait rien, si on ne se mobilise pas, je pense que ça va se finir dans les archives. Et une autre chose, peut-être, en tout cas pour moi, qui est très très important, c'est la langue. La langue, elle va disparaître un jour. Ça, on a vu sur d'autres communautés autochtones de Guyane. Et nous, on est une communauté très fragile. Communauté très fragile qui lutte pour préserver son histoire, d'où l'importance de ce projet consacré à la transmission par les moyens modernes de la mémoire de cette civilisation. Le travail qu'on fait avec le projet Sawa, c'est justement cette idée donc, de faire quelque chose pour la génération future, mais d'une autre manière. C'est la fin de ce journal, mais avant de le refermer, rappel des principaux titres de ce 26 mars. Expulsé à 91 ans de son domicile, Gérard Joseph se retrouve dans la rue suite au changement de statut de son propriétaire. Ce matin, le nonagénaire a vu ses effets jetés à la rue par les forces de l'ordre. Les États généraux ont délaissé la caravane pour l'avion et c'est à Paris que Rodolphe Alexandre a été prendre le pouls des Guyanais de l'Hexagone. Quelles ont été leurs observations et interrogations? Vous les avez découvertes dans votre journal. Enfin, nous avons été à la découverte d'objets issus des cultures Wayana et à la paille exposés au musée du Quai Branly. Objectif, permettre la restitution des richesses des peuples autochtones et établir un échange entre les visiteurs et les garants de ces cultures. Merci d'avoir suivi cette édition. C'était le journal de la rédaction. Tout de suite, l'édition nationale de BFM TV. Je vous souhaite une excellente soirée sur ATV Guyane. C'est Mounian. Belle bonsoir.